Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast Deuxième main. Ce podcast a pour objectif de parler de mode durable, de parler d'un dressing éthique pour ouvrir la discussion sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique, on peut plus se permettre de consommer comme on le faisait avant. Mais c'est compliqué de mettre cette idée en place parce que pour les jeunes générations, et même pour toute la société aujourd'hui, je pense, la norme, c'est devenu le neuf. C'est devenu normal de consommer autant et de consommer autant de produits neufs. Donc, c'est compliqué de mettre en place cette idée comme quoi on a déjà créé assez de choses. Et le but aujourd'hui, ce serait de réutiliser toutes ces choses qu'on a déjà créées. Et pour parler de tout ça, dans les prochains épisodes, je recevrai des invités qui ont un lien de près ou de loin avec le milieu de la seconde main. Mais pour ce premier épisode, je serai seule, car je voudrais vous parler de cette transition qui est pour moi la première étape vers un dressing éthique. Et cette transition, elle passe par le fait de déconstruire toutes ces idées reçues qu'on a sur la seconde main et sur les vêtements qui ont déjà été portés. Et pour ça, je vais commencer à vous parler de mon expérience. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans, et il y a 2 ans et demi de ça, je me suis penchée sur la question écologique. J'étais une très grosse consommatrice de fast fashion, donc j'achetais beaucoup chez Zara, beaucoup chez H&M, et honnêtement, je voyais même pas le problème. J'entendais parler des problèmes écologiques, mais ça me paraissait si loin de moi, et j'avais ce réflexe que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est de déléguer la faute, et de dire non, mais ça c'est de leur faute à eux, et pas de la mienne. Et j'ai réfléchi à ce que représentaient les vêtements pour moi. J'ai toujours aimé m'habiller, faire des tenues, euh, trouver mon style. Bon, je dis pas que ça a toujours été concluant, mais ça a toujours été important pour moi parce que là où certains voyaient quelque chose de superficiel, moi je voyais une nouvelle façon de m'exprimer qui était au-delà des mots en fait. C'était une partie de ma personnalité et ça me plaisait en fait de pouvoir parler autrement. Et donc pour moi c'était important parce que c'est la première chose que les gens voient de vous et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que ma manière de me présenter au monde ce soit en portant des vêtements, alors déjà souvent faits dans des camps de travail forcés, surtout par les Ouïghours en Chine, et surtout que ces vêtements soient responsables en partie de la crise écologique que nous vivons. Quand on sait que la fabrication d'un jean, ça demande 7 000 à 10 000 litres d'eau, c'est qu'il y a clairement un problème dans notre façon de consommer et dans notre façon de produire des vêtements toujours plus. Et en fait, on a un petit peu perdu aussi ce côté des vêtements qui durent. En fait, la fast fashion, leurs vêtements, s'ils ne sont pas chers, c'est qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Et du coup, ils s'abîment très très vite. Et donc, c'est vrai que acheter de la fast fashion, ça pousse à en racheter et en racheter et en racheter parce que ceux qu'on avait déjà achetés, ils sont plus utilisables. Donc, je me suis penchée sur la question de la seconde main. J'ai beaucoup regardé les vidéos de la youtubeuse Clara Victoria. Allez les regarder, elles sont vraiment bien faites pour les gens qui, comme moi, ne connaissaient rien à ce sujet. Et donc, j'ai commencé à petit aller en friperie. Et comme ça, j'ai déconstruit toutes les idées reçues qu'il y avait autour. J'aimerais revenir sur le nom de ce podcast. Ce podcast s'appelle Deuxième main. Bon, alors au-delà de la métaphore de l'entraide, il y a aussi il y a une certaine nuance en français entre le mot deuxième et second. Second, en fait, ça sous-entend qu'il n'y aura pas de troisième. C'est pour ça que je voulais appeler ce podcast Deuxième main, parce que ça sous-entendrait que un vêtement peut être un vêtement de troisième, quatrième, cinquième main. Et pour moi, c'est cette image qu'on devrait avoir de la mode. Quand on dit que la mode est un cycle parce que les tendances reviennent, c'est aussi vrai pour les vêtements eux-mêmes et les objets eux-mêmes. Et encore plus si les tendances reviennent, autant utiliser les vêtements qui sont déjà portés. Et c'est ça, la mode du futur. C'est des vêtements qui ont plusieurs vies, et une fois qu'ils sont trop abîmés, on peut les upcycler. Et donc c'est toute cette révolution qui est en cours, dont on doit avoir conscience maintenant. Et c'est cette révolution autour de la mode qui, je pense,
peut lui donner un nouveau souffle et va permettre de réussir cette transition écologique. J'aimerais revenir avec vous sur ces idées reçues dont on parlait autour des friperies et de la seconde main. Je trouve qu'il y a une idée qui circule, une idée de saleté en fait autour de la friperie, que je pouvais avoir moi aussi de prime abord. Mais en fait, les friperies sont pas sales. Il faut se rendre compte qu'il y a une sélection qui est opérée de la part des gérants de la friperie et que donc les vêtements sont nettoyés. Alors je vous accorde qu'il y en a certaines dont l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée reçue des vêtements qui sont déjà portés, qui sont sales, alors qu'en fait, on utilise déjà de la seconde main au quotidien. Par exemple, quand on va au resto, on mange avec des couverts et les couverts ne sont pas rachetés à chaque service. Ou quand on dort à l'hôtel, les draps ne sont pas rachetés à chaque fois que de nouvelles personnes viennent en fait. Donc la seconde main est déjà parmi nous. Elle est déjà autour de nous, c'est juste que on s'y est habitué dans un secteur précis. En fait, cette idée de saleté, je trouve que c'est quelque chose qui va dans ce sens de cette culture et de cette consommation du neuf, alors qu'en fait, c'est pas parce qu'un vêtement a déjà été porté qu'il n'est pas propre. Il y a aussi pour moi le deuxième gros cliché que j'avais, c'est que en friperie on ne trouve que des vêtements avec un style atypique ou des vêtements très oversize ou des vêtements des années 90-2000, des choses comme ça. Alors moi j'ai vraiment un style qui est à l'opposé de ça. J'ai un style très classique, très vintage, avec des petits chemisiers, des pantalons droits, des choses comme ça. Donc c'est vrai que de prime abord, je me suis dit, mais alors je ne vais jamais trouver les vêtements que j'aime en friperie. Et il y a une diversité qu'on n'imagine pas quand on achète de la fast fashion qui est dingue. Et je trouve même que la friperie, et aller en friperie, ça m'a aidé à me rendre compte de mon style. Parce qu'en fait, quand on achète de la fast fashion, on achète ce qui est à la mode. Et je critique pas ce qui est à la mode, souvent c'est très beau, mais ça ne dure pas. Et bon, on connaît le dicton, la mode se démode, le style jamais. Et c'est vrai qu'en fait, en allant en friperie, ça, comme il n'y a pas ce qui est à la mode, il y a une recherche plus intense en fait de ce qu'on aime vraiment. Et moi, c'est là que j'ai vraiment découvert que ouais, j'aime m'habiller un peu classique, j'aime m'habiller un peu chic. Et c'est ça que j'aime et c'est pas le style de tout le monde, et tant mieux en fait. Et donc c'est vrai que dans la friperie, il y a aussi ce côté trouvaille. Et ça, c'est une satisfaction que je n'ai jamais ressentie en allant dans des Zara, dans des H&M. C'est que comme ce ne sont pas que des vêtements à la mode, bah oui, il faut quand même plus chercher. Et c'est une idée reçue certes, mais là qui est un petit peu vraie. Parce que c'est vrai qu'il y a un travail de recherche qui est supérieur, mais à la fin dont on est quand même plus fier. En fait, un vêtement, en fait, c'est une petite pépite. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une sensation de trouvaille et de se dire, cette pièce, elle est unique. Elle a quelque chose. Et souvent, quand je porte des vêtements, que j'ai un compliment sur un vêtement, c'est vraiment une grosse fierté de dire que je l'ai acheté en friperie, que je l'ai cherché et que c'est une pièce qui a une histoire, qui est unique, elle n'a pas été créée dans un camp de travail forcé. Elle n'est pas faite en polyester, avec du microplastique, etc. Elle a quelque chose de spécial en fait. Pour moi, c'est un des avantages majeurs de la friperie en fait. C'est qu'en friperie, on trouve son style. Et même si la recherche est plus intense, quand on trouve une pièce, il y a une gratification qui va au-delà de la fast fashion en fait. J'aimerais maintenant vous parler d'une petite distinction qui est pas très connue, mais qui change tout en fait quand on a des certaines appréhensions sur le milieu de la friperie. C'est la distinction entre une friperie et un dépôt-vente. Donc une friperie, c'est les gérants de la friperie qui vont aller dans les entrepôts de vêtements pour choisir, ou alors qui vont sélectionner eux-mêmes des pièces dans des marchés ou dans des plus grandes friperies. Alors qu'un dépôt-vente, ça va être des particuliers qui vont aller déposer leurs vêtements et ils vont être rémunérés que si le vêtement est acheté dans la boutique. Et donc le dépôt-vente touche un pourcentage sur le vêtement acheté. Et donc en dépôt-vente,
c'est souvent, comme c'est des particuliers qui les déposent, c'est souvent des vêtements qui sont plus luxueux, qui vont être peut-être de marque ou pas forcément, mais qui du coup vont être de meilleure qualité. Donc c'est vrai que pour débuter en friperie, le dépôt-vente, c'est une bonne alternative entre la fast fashion et la grosse friperie ou le gros marché aux puces qui peut faire peur. Et dans les dépôts-ventes, souvent c'est quand même plus trié que dans les friperies. Alors, faut pas non plus généraliser parce qu'il y a certaines friperies qui trient les choses de manière très très sélective et donc c'est quand même plus facile de trouver ce qu'on veut. Parce que moi, un des arguments, alors qui est assez réel quand même, mais un des arguments que j'ai beaucoup entendu, c'était que c'est compliqué d'acheter en friperie parce qu'on trouve pas ce qu'on veut. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver ce qu'on veut. Mais il y a certains magasins comme les friperies Kilo Shop où les rayons sont triés en fonction des pantalons noirs, des jeans bleus, des jeans de couleur. Et donc en fait, c'est quand même plus facile de trouver ce qu'on veut. Et les dépôts-ventes aussi font un tri quand même supérieur aux grosses friperies. J'aimerais vous parler d'un phénomène que vous connaissez, qui est Vinted. Alors sur Vinted, moi je préfère, pour l'amour des trouvailles, aller chercher en friperie, parce qu'on peut essayer, parce qu'on trouve souvent des choses plus vintage et plus, par exemple, des années 70 ou 80, alors que sur Vinted, c'est quand même des choses assez récentes. Mais c'est vrai que Vinted, c'est une bonne alternative parce que on peut plus facilement trouver ce qu'on cherche et on peut chercher sa taille, on peut trouver des choses qui n'ont pas encore été portées. Et ça, pour moi, c'était mon, mon premier objet de transition, si je puis dire. En fait, c'est d'aller sur Vinted et de chercher les vêtements qui ont encore une étiquette, donc qui ont sûrement déjà été portés, mais qui, euh, qui restent de la seconde main. J'aimerais aborder ensuite l'une des idées reçues les plus vicieuses, si je puis dire, c'est celle du Made in France. Alors quand on parle de l'impact écologique d'un produit, on parle beaucoup de son bilan carbone, de son empreinte carbone. Donc c'est-à-dire de les émissions de CO2 et qu'est-ce qui va faire qu'un produit pollue d'un point A à un point B avec le transport, les camions, les bateaux, etc. Sauf qu'en fait, un truc dont on ne se doute pas, c'est que l'impact écologique du transport d'un produit ne représente que 5% de son impact écologique global. Donc en fait, le Made in France, c'est très bien, mais plus peut-être pour des causes sociales qu'écologiques, parce que ça ne règle que 5% du problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas et dont on ne parle pas assez, et ça légitimise encore une fois l'achat de nouveaux vêtements et de vêtements neufs, alors que c'est une solution, c'est déjà un pas vers l'avant, certes, mais c'est une solution partielle, qui ne règle pas tout le problème. Donc la question, en fait, c'est d'essayer de savoir et de comprendre qu'est-ce qui pollue dans un produit, dans un vêtement. Et donc là, au niveau des vêtements, ce qui va polluer, ça va être la consommation en eau et en énergie qu'il faut pour la fabrication. Donc 95% du problème écologique des vêtements se trouve dans la fabrication. Donc c'est vrai que le Made in France, ça aide, mais c'est pas la meilleure des solutions. Et aussi, quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que la plupart des vêtements de fast fashion sont faits en polyester, qui est donc une sorte de coton dérivé du plastique en fait. Et que du coup, lorsqu'on va laver ce vêtement, eh bien, le vêtement va relâcher des particules de microplastique dans l'eau. Et donc, il va s'écouler dans les tuyaux et ensuite dans la mer, etc. Et ça participe à cette pollution. Et c'est une matière qu'on retrouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de marques, même des marques où les produits sont très chers. Mais c'est une matière qui est pauvre, on va dire, en qualité, et qui continue d'abîmer sans cesse les eaux en lavant le produit. Alors maintenant qu'on a éclairci un petit peu toute la question de l'impact écologique du vêtement et des idées reçues, j'aimerais qu'on parle d'un phénomène qui contribue à alimenter cette industrie de la fast fashion qui s'appelle le greenwashing. Donc le greenwashing, c'est en fait une stratégie commerciale qui va avoir pour but de faire des publicités en montrant que telle ou telle marque de vêtements
est éco-responsable alors qu'elle ne l'est pas. Donc ça va être avec des mécanismes et des biais cognitifs tels que le vert, la couleur verte. Aujourd'hui, on a associé la couleur verte à une marque d'écologique, à une empreinte écologique. Donc c'est vrai que dans certaines publicités, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le remarquer très souvent, les marques en profitent pour faire du greenwashing et donc redorer l'image de la marque en vantant des valeurs éco-responsables qui sont totalement fausses, ou alors qui sont en partie mais qui ne résoudent pas vraiment le problème en entier. Et ce phénomène du greenwashing, c'est hyper important d'en être conscient parce que ça floute un petit peu les erreurs écologiques. Et donc, quand on voit une marque comme H&M qui avait lancé une ligne éco-responsable, et on en voit plein des Etam, des choses comme ça, qui lancent des produits éco-responsables et des produits recyclés, bah, dans la plupart des cas, c'est 5% du vêtement qui est recyclé. Et dans beaucoup de cas, ils ne sont même pas recyclés. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué d'y voir clair. Néanmoins, euh, acheter que de la seconde main pour tout ce qui est textile, je pense que c'est en partie un petit peu impossible. Il y a certaines choses qui peuvent, et exceptionnellement bien sûr, qui peuvent être achetées neufs. Par exemple, pour les sous-vêtements, là c'est clair qu'il y a une barrière d'hygiène qui doit être mise. Et donc il y a certaines marques qui ont développé des lignes éco-responsables et qui le sont vraiment. Je vous mettrai en lien, si vous voulez, sur mon Instagram, les liens de ces marques. Et donc, on ne peut pas non plus avoir une garde-robe que de seconde main, parce qu'il y a certaines barrières d'hygiène qu'on retrouve sur les maillots de bain et sur les sous-vêtements, qui bien sûr doivent être prises en compte. Je suis consciente que cette espèce d'éveil écologique, il est difficile à avoir. Il est difficile à avoir parce que, pour toute génération confondue, ça fait peur. C'est pour ça que je voulais mettre en place un peu un espace pour en parler, pour expliquer les choses et ne culpabiliser personne. Parce que le problème des causes engagées souvent, c'est que le message a tendance à passer par la colère. Ce que je comprends, parce que c'est vrai que quand on se bat individuellement pour une cause, parfois ça peut être frustrant de voir des gens qui ont plus de pouvoir que nous ne rien faire face à ça. C'est pourquoi je veux vraiment que ces prochains épisodes et celui-là soient tournés autour d'un dialogue ensemble et d'une construction d'idées ensemble vers un mode de consommation plus durable. C'est pourquoi, pour finir ce premier podcast, j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'on débute concrètement. Donc je vous en ai parlé, il y a l'option Vinted. Vous pouvez aller voir sur votre téléphone, vous pouvez prendre le temps de faire toutes les recherches que vous voulez. Il y a aussi l'option dépôt-vente, où là ça va être des pièces plus triées dans des magasins qui vont paraître plus propres et mieux décorés, etc. si ça peut vous aider. Il y a également les grands magasins qui ont lancé des étages seconde main. Donc à Paris, les Galeries Lafayette et le Printemps ont lancé un étage seconde main avec des pièces vintage. Alors il y a une partie pièces vintage de créateurs qui pour les fans de mode est juste un régal. Et aussi il y a une partie plus abordable avec des prix plus abordables comme on trouverait dans des magasins de fast fashion. Donc c'est vrai que bien que l'avantage des friperies ce soit les prix, pour commencer, quitte à mettre le même prix que dans un vêtement neuf, on peut essayer d'aller trouver des pièces dans des friperies qui semblent moins friperies pour débuter et pour se lancer. Et après peut-être se diriger vers des plus grosses friperies pour trouver la pépite à petit prix. Je suis persuadée qu'on vit une période de transition dans la mode et une période importante vers une mode plus durable, vers de la seconde main. Et cette révolution, on est en train de la vivre. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup que ce podcast y participe et que vous aussi, vous y participiez à votre échelle. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me donner votre avis et me laisser des commentaires sur ma page Instagram @freepwithme. Et si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez. Et je vous dis à très bientôt.